Bonjour, bon réveil, merci d'être avec nous sur i24 News. C'est le morning, on est ensemble pour 2 heures d'actualité. Voici les titres de cette édition. Mohamed Zarif et John Kerry lancés dans des discussions marathon à Genève depuis hier soir. Ils discutent de l'épineux dossier du nucléaire iranien. Et ce matin, les déclarations sont plutôt pessimistes à un mois de la date butoir. Et puis ce n'est pas un scénario hollywoodien, mais bien la réalité israélienne. Le maire de Jérusalem en personne a neutralisé hier, vous le voyez sur ces images, un terroriste en train de poignarder un passant au cœur de la ville. Enfin, la cérémonie des Oscars est en train de se clôturer en ce moment même. Birdman semble être le grand vainqueur. Toutes les images et le palmarès en fin d'édition. Bonjour à tous et bonjour à notre invité Emmanuel Navon. Merci d'être avec nous, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Bonjour Myri, bonjour. Cyril, on démarre donc cette édition par les négociations avec l'Iran. Je vous le disais, le compte à rebours est bel et bien lancé. Mohamed Zarif et John Kerry se sont réunis hier soir à Genève. Ils devraient poursuivre leurs discussions aujourd'hui, à un mois de la date butoir sur un accord sur le nucléaire iranien. Alors les déclarations sont plutôt pessimistes après ce premier entretien. Alors s'avance-t-on vers un accord à minima ou pas d'accord du tout? Élément de réponse signé Léa Volbert. John Kerry le concède, il y a encore du chemin à parcourir avant d'aboutir à un accord final sur le nucléaire iranien. Ce dimanche, le secrétaire d'État américain est arrivé à Genève. Il a rejoint son homologue iranien Mohammad Javad Zarif. Depuis vendredi, le groupe des 5+1 et les représentants iraniens planchent à nouveau sur le dossier particulièrement épineux du nucléaire civil, un dossier sur la table des négociations depuis plus d'1 an. En jeu, le taux d'enrichissement en uranium qui pourrait, à terme, permettre à Téhéran la fabrication de la bombe atomique. Depuis des mois, le Premier ministre israélien pointe la menace iranienne. Il met en garde la communauté internationale. L'accord qui est en cours d'élaboration entre l'Iran et les grandes puissances est extrêmement dangereux pour Israël. J'irai donc la semaine prochaine aux États-Unis pour expliquer au Congrès américain, qui pourrait influer sur la finalité de l'accord, pourquoi cet accord est dangereux pour Israël, pour la région et pour le monde. Mais l'Iran nie en bloc vouloir détenir l'arme atomique. Son seul but serait d'accéder au nucléaire civil. Conformément à un accord signé en novembre 2013, la moitié du stock d'uranium iranien enrichi à 20% est déjà dilué en uranium enrichi à seulement 5%. Le reste a été converti en oxyde d'uranium. Ernest Moniz, le secrétaire d'État américain à l'énergie, s'est pour la première fois joint aux négociations. Il est venu apporter son analyse technique et éclairer les zones sinueuses d'un prochain accord. Les deux parties s'étaient d'abord entendues sur un calendrier en 2 étapes pour conclure un accord politique avant le 31 mars, puis finaliser les détails techniques avant le 1er juillet. Mais Téhéran réclame désormais un seul texte comprenant à la fois l'aspect politique et les détails techniques. Pour Barack Obama, hors de question de repousser une fois de plus la date butoir, quitte à stopper les pourparlers si les divergences perdurent envers et contre toute tentative d'accord. Emmanuel Navon, le nucléaire iranien, c'est 12 ans de négociations, 12 ans de zigzag, de tensions. Comment ça va se terminer cette fois? Vous savez, tout dépend de la, comme on dit en anglais, du endgame, de la stratégie de fin de Barack Obama. Barack Obama, qui depuis son élection en fin 2008 et son intronisation en 2009, a décidé de changer complètement la stratégie, comme on sait, de son prédécesseur de l'administration Bush, et d'arriver à un accord avec l'Iran. Et aujourd'hui, la question est de savoir si Barack Obama est prêt à dire jusque-là, non, nous ne signerons pas cet accord ou pas. C'est ça la véritable question. Est-ce que Barack Obama est prêt à tout abandonner si jamais les Iraniens continuent de manipuler les négociateurs ou non? Et la deuxième question, bien entendu, est de savoir est-ce que Barack Obama aujourd'hui est prêt à signer un accord dans lequel l'Iran sera un pays, comme on dit, un pays seuil, un threshold state, c'est-à-dire qu'il sera capable de construire une bombe selon le timing de son choix. Et là, je pense qu'effectivement, tous les critiques, même les anciens secrétaires d'État comme Henry Kissinger ou George Shultz, disent que objectivement l'accord qui est en train de se négocier est dangereux aussi pour les États-Unis.
D'un point de vue d'image, Barack Obama quitte bientôt la Maison-Blanche et ce rapprochement avec l'Iran, c'était le fer de lance finalement de sa politique étrangère. Est-ce que ce serait un échec pour lui finalement de tout faire capoter comme ça au dernier moment ? Ce sera un échec de tout faire capoter, mais ce sera aussi un échec de signer un mauvais accord. Donc il est dans une situation de toutes les manières où toutes les options sont mauvaises pour lui en ce qui concerne l'Iran, à moins d'un Deus ex machina où tout d'un coup il signera un excellent accord, mais on voit difficilement un tel scénario. Donc dans tous ces cas de figure, il s'est mis dans un coin très dangereux d'un point de vue stratégique. Et si échec il y a, comme il semble, ce sera apparemment le cas sur le dossier iranien, cela ne se fera que s'ajouter à un échec général de la stratégie d'Obama au Proche-Orient. Ce n'est pas uniquement sur le dossier iranien. De sa vision, de sa politique étrangère oui. À l'égard du monde arabe et musulman. Du monde arabe et musulman, mais pas seulement, également de la Russie. Toute cette stratégie qui consistait à dire il suffit de convaincre ses adversaires que nous avons des intérêts communs et ils finiront par voir la lumière. Cela n'a pas fonctionné avec la Russie, cela n'a pas fonctionné avec l'Iran. Cela n'a pas fonctionné non plus vis-à-vis de l'islamisme radical qui n'a fait que se renforcer sous la coupe de Barack Obama au Proche-Orient. Et je pense qu'en politique internationale, il n'y a pas d'alternative au réalisme. Et qu'on peut être en désaccord, bien entendu, sur les stratégies à adopter. Mais voir la réalité telle qu'elle est, pas telle qu'on aimerait la voir, c'est un principe qu'on ne peut pas remettre en cause. Alors justement, si aucun accord ne parvient à être conclu d'ici un mois, il se passe quoi? On efface 12 ans de négociations, on repart à zéro? On ne partira pas à zéro puisqu'on ne recommencera pas les négociations. S'il n'y a pas d'accord, eh bien, ce sera terminé. Les sanctions resteront en place. Les sanctions non seulement resteront en place, mais il y aura sûrement de nouvelles sanctions qui seront votées cette fois-ci par le Congrès américain. Et là-dessus, Barack Obama ne pourra pas mettre son veto, puisque jusqu'à présent, il dirait « je mettrai mon veto tant que nous sommes en négociation ». S'il n'y a plus de négociation, il n'y aura plus de veto. Et là, le Congrès passera des sanctions beaucoup plus lourdes. Je ne vois pas des sanctions plus lourdes au Conseil de sécurité à cause des tensions très forte entre l'administration Obama et la Russie, également la Chine sur le dossier iranien, mais définitivement du côté du Congrès américain, il y aura des sanctions. Alors justement, pour finir sur ce dossier, un mot du Congrès américain et de celui qui semble convaincu de la chose à faire, à savoir faire capoter cet accord, c'est Benjamin Netanyahu qui l'a répété, on l'a vu dans le sujet, il semble déterminé à prononcer ce discours la semaine prochaine. Il a raison d'insister. Il n'est pas le seul. C'est le moment de le faire. Je pense que oui, parce que nous arrivons à l'heure de véridique, à l'heure de vérité. Si ce n'est pas maintenant, alors quand? C'est maintenant que les choses se jouent, c'est maintenant que les choses se concluent, et Benjamin Netanyahu n'est pas le seul à le dire. J'ai parlé tout à l'heure de Henry Kissinger, également de George Shultz. Il y a beaucoup de voix aux États-Unis qui critiquent l'accord qui est en train d'être conclu, semble-t-il, entre le gouvernement américain et l'Iran. C'est maintenant qu'il faut parler, c'est maintenant qu'il faut agir pour arrêter, si c'est encore possible, cet accord inacceptable. Même au prix de mettre en péril les relations israélo-américaines, on apprend que l'administration Obama pourrait boycotter le prochain congrès de l'AIPAC. Ah, c'est le principal lobby pro-israélien aux États-Unis, ça commence à être dangereux pour Israël. Je ne suis pas d'accord que ce discours met en danger les relations entre Israël et les États-Unis. C'est un spin. Surtout des démocrates aux États-Unis et de la gauche en Israël pendant une période d'élection. Les relations avec les États-Unis sont stratégiques, elles vont bien au-delà d'un tel discours. Je rappelle que Benjamin Netanyahu a été invité par le Congrès et je ne pense pas que ce discours mette en danger les relations avec les États-Unis. Je pense en revanche que l'administration Obama, elle, a pris des décisions ces dernières années vis-à-vis d'Israël qui sont sans précédent dans la relation entre les deux pays et qu'on ne peut pas mettre cela sur le compte uniquement du gouvernement israélien. Je pense que l'administration Obama a sa part de responsabilité également. Restez avec nous, Emmanuel Navon. On se plonge pour l'heure, Cyril, dans la presse arabe et israélienne. Ce matin, il sera question de l'Iran dans les journaux également. Mais avant cela, la presse israélienne qui salue ce matin unanimement le cran du maire de Jérusalem. On a vu les images dans les titres. Ouais, face aux terroristes, il ne faut jamais tergiverser. L'injonction Barbara en une du Israël Hayom, elle est signée Nir Barkat, c'est le maire de Jérusalem, dont le journal de droite salue ce matin la bravoure pour avoir interpellé avec son garde du corps le Palestinien qui a agressé au couteau un jeune ultra-orthodoxe à Jérusalem. Avec mon garde du corps, on a sauté de la voiture, il a sorti son arme, il a visé le terroriste et nous l'avons retenu jusqu'à l'arrivée de la police. Voilà ce qu'a déclaré à la presse le maire de la ville sainte. Un moment immortalisé par les caméras de surveillance de la police qu'a reproduit ce matin le quotidien Grand Tirage et Yediot Ahronot qui déplore que le terrorisme ait fait son grand retour dans la capitale israélienne.
Voilà pour cette affaire, on en reparlera plus tard dans l'émission. Et puis on le disait, John Kerry et Mohammad Zarif se sont rencontrés hier à Genève. Ils doivent continuer leur discussion aujourd'hui. C'est un dossier qui s'invite une nouvelle fois dans la campagne israélienne. Et oui, c'est le Jérusalem Post, le quotidien israélien en langue anglaise, qui s'en fait l'écho ce matin. Et tout commence avec cet entretien accordé par Yitzhak Herzog au Washington Post. Le candidat travailliste y affirme qu'aucun dirigeant israélien n'accepterait un Iran nucléaire et que toutes les options sont sur la table, y compris le recours à la force. Mais lorsqu'on lui demande à Yitzhak Herzog s'il pense comme Netanyahou que l'Iran constitue une menace existentielle pour Israël, eh bien il refuse de répondre en se contentant de répéter qu'il s'agit effectivement d'une grande menace, mais qu'il fait confiance à Barack Obama pour conclure, je cite, un bon accord avec l'Iran. Les réactions du Premier ministre, vous en doutez, ne sont pas faites attendre. Herzog chercherait à minimiser la menace nucléaire iranienne, selon le chef du gouvernement israélien. Et le journal de droite Israël Hayom, qui est proche du gouvernement israélien, vous allez le voir, lui va plus loin, trop loin peut-être, en comparant le chef de file travailliste à Neville Chamberlain, le Premier ministre britannique en disgrâce, dont les efforts pour apaiser l'Allemagne nazie avaient, selon le journal, précipité la Seconde Guerre mondiale. Voilà, et c'est dans ce contexte que les journaux israéliens annoncent ce matin l'acquisition par l'armée israélienne d'avions de chasse américains. Et oui, et pas n'importe lesquels, puisqu'ils sont capables d'échapper au radar iranien. Allez savoir, par exemple, l'accord conclu donc à partir de 2016, nous dit le Haaretz. Les États-Unis vont livrer à Israël 14 avions de combat furtifs de type F-35. C'est dire si les relations israélo-américaines ne sont peut-être pas affectées ou telles qu'on voudrait les percevoir. À coût de chaque appareil, 110 millions de dollars, financés en très grande partie par l'aide militaire des États-Unis à Israël, qui, rappelons-le, s'élève à quelques 3 milliards de dollars par an. Voilà, direction la Turquie ce matin également, avec une opération militaire d'Ankara sur un secteur contrôlé par l'État islamique. Et oui, Ahmet Davutoglu, c'est le Premier ministre turc. On le voit ici en chef militaire, entouré de son état-major. C'est en une du Hurriyet turc, un événement historique puisqu'Ankara a mis les pieds dans le bourbier syrien. Une incursion éclair des forces turques dans le nord de la Syrie qui a permis d'évacuer le tombeau d'une figure importante de l'histoire turque, cerné par les radicaux du groupe de l'État islamique. Alors pourquoi ce tombeau est-il si important? Vous allez me demander, vous avez le droit de le faire. Voilà, eh bien c'est parce que là que gît Suleiman Shah. C'est vous qui est Suleiman Shah. Eh bien, c'est personne autre que le grand-père de Ousmane, et qui était lui-même donc fondateur de l'Empire ottoman. Et vous savez que le néo-ottomanisme d'Erdogan n'est plus un secret, et qu'il est donc très attaché à l'histoire de son pays. Alors on termine, Cyril, par l'éphéméride du jour. C'était un 23 février 1966. Voilà, c'est arrivé un 23 février. L'armée syrienne organise un coup d'État. La faction radicale prend le pouvoir, dont un certain Hafez el-Assad, père de Bachar, que l'on voit ici distinctement sur cette image de Israël Hayom. La faction sunnite du parti basse est éliminée des responsabilités politiques, et c'est les Druzes et les Alaouites qui s'affrontent pour la conquête du champ politique. Le reste, vous le connaissez, ce sont les Alaouites qui aujourd'hui sont encore au pouvoir, en tout cas qui tentent de le rester. Merci beaucoup Cyril. Allez, on parle d'autre chose. À présent, on revient sur cette affaire qui fait trembler l'Argentine. L'onde de choc suite à la mort du procureur Nisman se poursuit dans le pays. On va en reparler dans un instant avec vous Emmanuel et avec vous Myri, mais je vous propose pour l'heure de revenir sur ce film qu'une équipe d'i24 News avait tourné l'an dernier. Le procureur Nisman, alors sous protection policière, nous avait accordé de longs moments pour nous raconter son enquête. L'enquête de sa vie, c'est un document rare signé Carlos Gurevich. Une voiture piégée explose devant un bâtiment au cœur de Buenos Aires, un bâtiment abritant l'association mutuelle israélite argentine, l'AMIA. L'Argentine est sous le choc, 85 personnes sont tuées, 230 autres blessées. Très vite, l'enquête commence et des premiers indices pointent du doigt le Hezbollah comme exécutant de l'attentat, l'Iran comme son commanditaire. À partir d'une enquête de la magistrature, nous arrivons non pas à la conclusion, mais à des signes, des preuves que certains membres de la communauté iranienne seraient derrière ces attaques. Pour la première fois en 20 ans dans l'histoire de la cause AMIA, une caméra de télévision pénètre dans les archives qui nourrissent l'enquête du procureur Nisman. Ici, comme vous le voyez, il y a tout le dossier, toute l'enquête, tout le matériel avec lequel nous travaillons tous les jours.
1 200 000 pages, des centaines de rapports empilés, des milliers de plaintes, de témoignages, d'écoutes téléphoniques, triées, ordonnées, 2 décennies d'enquête. Une enquête qui va de rebondissement en rebondissement, une enquête complexe qui fait régulièrement la une de la presse argentine et ne cesse de créer la polémique et la colère du peuple argentin. Pour le procureur Nisman, qui a mené une enquête durant plus d'une décennie, la vérité existe déjà dans les milliers de preuves entassées dans ses archives. Selon lui, la commission de la vérité n'est qu'une commission purement politique qui viole les termes de la Constitution argentine. Une émission pure et simple du pouvoir exécutif dans le pouvoir judiciaire. Nous ne savons pas qui sera dans cette commission, ni ce qui va y être dit. Mais nous savons en préalable que la vérité va se savoir, car on lui a donné ce nom, et quoi qu'il arrive, il n'y aura aucun contrôle judiciaire. Là, il s'agit uniquement d'un organe politique. Nous savons la vérité, tout au moins une grande partie. La question est si nous allons obtenir justice. Et je crois que oui, je crois qu'on l'obtiendra et que ces personnes seront jugées. C'est pour cela que nous luttons. Je ne peux pas vous dire quand, mais je suis sûr de cela. Voilà, alors depuis, le procureur Alberto Nisman a été retrouvé mort dans son appartement. Le mystère continue de tourner autour de cette affaire. Mireille, on va revenir avec vous sur le déroulé de ces derniers événements. Oui, c'est en fait la mort de Nisman, c'est l'affaire dans l'affaire, puisqu'on le rappelle, le reportage qu'on vient de voir le rappelle également, que le procureur enquêtait depuis 10 ans sur les attentats à Buenos Aires contre la mutuelle juive Amia, attentat qui a fait 85 morts et plus de 300 blessés. Alors l'année dernière, Nisman déclarait à N24 News, on l'a vu, qu'il y avait des preuves depuis longtemps de l'implication de l'Iran dans ces attentats. On l'écoute. Nous avons fait un travail très approfondi, un examen de tous les documents, toutes les écoutes téléphoniques, les dossiers. Nous sommes partis de zéro. Après 1 an et demi de travail, en octobre 2006, nous avons publié notre premier rapport très complet, près de 800 pages, dans lequel nous avons conclu que l'attaque a été organisée, planifiée et financée par les plus hautes autorités de la République islamique d'Iran. Et puis le 14 janvier dernier, Nisman a publiquement accusé la présidente Cristina Kirchner, la présidente argentine, d'avoir entravé l'enquête sur ces attentats. Alors, il devait le 19 janvier se rendre devant le Congrès pour expliquer, montrer ses preuves, les preuves qui lient cette présidente argentine à cette affaire. Le procureur est en fait retrouvé mort chez lui la veille au soir, le 18. Et dans un premier temps, Kirchner, donc la présidente, se risque à défendre sur Facebook, puisque vous savez que c'est un réseau social très actif, la thèse selon laquelle il se serait suicidé, thèse à laquelle les Argentins ne croient absolument pas. Ce modèle d'impunité avec les gouvernements Kirchner a saisi pendant 12 ans. Il est responsable de ne pas avoir clarifié quoi que ce soit et d'avoir couvert le complot. Le pire, c'est que le gouvernement Kirchner essaye de pousser cette affaire dans les limbes, mais ils n'y arriveront pas. Alors le soulèvement populaire fait que très vite la présidente argentine change son fusil d'épaule et déclare que finalement elle est persuadée qu'il ne s'agit pas d'un suicide mais d'un assassinat. Les choses s'emballent et 8 jours après le décès du procureur, la présidente argentine prend la décision tout simplement de dissoudre les services secrets. L'Argentine ne peut pas continuer d'être traitée de cette façon. Une profonde réforme du système judiciaire est nécessaire. Il est nécessaire que les 3 branches du pouvoir de l'État affichent la transparence. Dans le cas du procureur Nisman, c'est un grand défi pour le système judiciaire, un grand défi. En fait, elle remet en cause les services secrets qui, selon elle, seraient responsables, si pas activement, de la mort de Nisman, en tout cas d'une manière détournée. Alors, il faut savoir que les relations entre les services secrets et la présidence argentine ne sont pas au beau fixe depuis 2013. Avant cela, ils étaient très proches et travaillaient main dans la main. Et puis, l'un des agents principaux qui collaborait justement avec le procureur Nisman a payé le prix de ces relations distendues depuis 2013, puisqu'il a été tout simplement limogé 1 mois avant la mort de Nisman. Alors, sur cette affaire, Emmanuel Navon, il y a beaucoup d'affaires dans l'affaire, mais d'abord sur la dissolution des services de renseignement. On accuse Cristina Kirchner de redistribuer le pouvoir finalement vers les sphères qui lui sont proches. Elle nomme des gens qui lui resteront fidèles, même après sa présidence. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette décision ? Vous savez, le régime de la famille Kirchner, parce que c'était avant son mari qui s'était fait élire en 2003 à la suite de la crise financière très grave de l'Argentine, elle lui a succédé
Et c'est un régime familial qui finalement rappelle celui des Perón. Les Kirchner eux-mêmes sont des péronistes. Ils sont des péronistes pas seulement idéologiquement, mais également dans la façon dont ils gèrent les affaires d'État, à savoir une espèce de pouvoir privé, familial, avec des fidèles qu'ils placent dans les... Système de garde rapprochée, finalement. Absolument, de garde rapprochée. D'enrichissement personnel également, ça aussi, c'est quelque chose qui caractérise la famille Kirchner, un enrichissement qui reste très suspect, et bien entendu, également une remise en cause de l'équilibre des pouvoirs, avec des émissions très graves du pouvoir exécutif dans les affaires judiciaires, dans les autorités du pouvoir judiciaire, la presse, etc. Donc effectivement, un régime kleptocratique, familial, corrompu, presque mafionnaire, puisqu'on voit aujourd'hui, alors on n'a pas de preuve effectivement que Nisman a été assassiné par des agents de Kirchner, mais enfin la thèse bien entendu d'un suicide, personne n'y croit, et pour de bonnes raisons. Alors il y a d'autres mystères qui continuent de planer sur cette affaire, Myri. Il y a d'autres mystères. Alors d'abord, il y a le rôle qu'a joué l'agent secret, ce qu'on appelle le James Bond argentin, c'est comme ça qu'on le surnomme, James Tiuso. Il est accusé par le pouvoir d'être derrière l'assassinat du procureur. Alors quand il rencontre Nisman, c'est en 2004, il est à la tête d'un réseau d'écoute téléphonique gigantesque. Il est très proche du pouvoir à ce moment-là, du mari justement de la présidente actuelle de l'Argentine. Et donc il travaille main dans la main avec Nisman, et petit à petit on sent on le sent basculer du côté de Nisman et donc contre la présidence argentine. Mais c'est aussi lui, et c'est là que le rôle un petit peu mystérieux de cet homme fait son apparition. C'est lui qui fournit l'arme qui a tué Nisman, dont on le rappelle, il a été tué d'une balle dans la tête, et il a confié à la presse, mais après plusieurs jours de silence, on ne savait absolument pas où il était, il a confié à la presse que c'est Nisman lui-même qui a demandé à avoir cette arme afin de se protéger. Il disait qu'il n'avait plus confiance en personne, y compris en ses gardes du corps. Et alors à vous rappeler que les gardes du corps ont mis quand même plusieurs heures avant de s'inquiéter du sort de leurs clients, puisque pendant plusieurs heures ils n'avaient aucune nouvelle, et ils avaient normalement l'obligation de se rendre à son appartement, de forcer la porte. C'est finalement la mère de Nisman qui est entrée dans l'appartement et qui a découvert le corps. Donc ça, c'est plusieurs points d'ombre toujours dans cette affaire. Alors, peu importe comment se terminera l'affaire, et on espère que la lumière sera faite sur cette affaire de la mort du procureur Nisman, on peut très bien comprendre finalement que Kirchner est mise en difficulté, que la période politique où on acceptait tout est en train de se finir en Argentine. Ben oui, l'opinion publique réclame aujourd'hui, au-delà évidemment des éclaircissements sur l'assassinat, en tout cas la mort de Nisman, il réclame que l'impunité judiciaire soit terminée, comme l'explique cet analyste politique argentine. Il y a une demande de vérité et de justice, mais je pense que ça va plus loin. Le cas Nisman a en réalité provoqué la libération d'une situation et d'un malaise préexistant chez une large partie de la population argentine. La marche est liée au manque de justice, au manque de transparence. Pas nécessairement à la mort de Nisman. Voilà, elle fait référence à ces manifestations géantes et notamment la marche la semaine dernière où 400 à 500 000 personnes ont marché à Buenos Aires pour demander évidemment que toute la lumière soit faite, et au-delà de ça, ils demandent une transparence, et en fait, ils marchent contre la politique menée jusqu'à aujourd'hui par la présidente en matière judiciaire. Alors Emmanuel Lavon, vous l'avez dit, Myri, près un demi-million d'Argentins dans les rues à Buenos Aires la semaine dernière. Pourquoi c'est cette affaire qui est celle de trop pour Kirchner? Pourquoi c'est cette affaire qui crée une telle onde de choc dans le pays? D'abord parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le régime Kirchner dure depuis maintenant 12 ans. C'est un régime dans lequel il y a une atteinte à la démocratie, comme je l'ai dit, un enrichissement personnel, une atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et tout cela, je dirais, la population, d'une certaine manière, le tolérait jusqu'à ce qu'il y ait eu ce cas grave du juge, du procureur Nisman. Et là, on voit où peut mener ce genre de régime, comme je l'ai dit, familial, corrompu et kleptocratique. Et ça, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Et la population aujourd'hui veut un changement, alors même qu'on sait que les élections présidentielles s'approchent, que Cristina Kirchner ne pourra pas se représenter. Et c'est une occasion pour le peuple en Argentine d'exiger un changement et une véritable démocratisation des institutions dans leur pays. On peut se demander tout de même, avec toutes ces accusations, entrave à la justice, est-elle mêlée ou non à la mort de Nisman, la dissolution des services secrets, pourquoi elle n'a pas encore démissionné, Cristina Kirchner?
Pourquoi devrait-elle démissionner? Elle tient le pouvoir avec ses fidèles. Comme je l'ai dit, elle s'enrichit au pouvoir. Elle est à la tête d'un pays important, riche, bien que le péronisme ait beaucoup appauvri l'Argentine. Mais un pays qui reste riche, pourquoi devrait-elle démissionner tant qu'il n'y a pas de pression? Si la Constitution... Pression populaire, 1 million de personnes dans les rues. Oui, mais n'oubliez pas que l'Argentine, c'est quand même un pays sud-américain qui s'est démocratisé quand même il y a assez récemment. Et que si la Constitution lui permettait de se représenter, je suis certain qu'elle se représenterait de nouveau, qu'elle va essayer de placer un de ses fidèles, peut-être même de sa famille, pour se présenter aux prochaines élections sur un ticket péroniste. C'est uniquement parce que la Constitution ne lui permet pas de se représenter une troisième fois qu'elle ne va pas se représenter. Alors justement, vous parlez du continent sud-américain. Est-ce qu'on commence à sentir ce ras-le-bol des dérives antidémocratiques dans d'autres pays du continent? Écoutez, il y a une démocratisation progressive et partielle du continent sud-américain à la fin des années 80, dans les années 90. Certains pays se sont démocratisés, je dirais, d'une bonne façon, dans la mesure où il y a eu de véritables transitions démocratiques. Ça a été le cas, par exemple, du Brésil, d'une certaine manière également au Mexique. D'autres pays, en revanche, sont allés dans la dérive également de l'Uruguay. D'autres pays, en revanche, sont allés dans la direction plus populiste. Comme le Nicaragua, par exemple, ou d'autres pays. Et le pays qui aurait dû être un pays phare, l'Argentine, elle, effectivement, il y a une démocratisation qui, entre parenthèses, s'est faite également parce que la junta est tombée suite à la guerre des Malouines grâce à Margaret Thatcher à l'époque. Mais cette démocratisation, bien que le pouvoir militaire soit tombé, il n'y a pas une véritable démocratisation en profondeur de la société, et on voit comment certains comportements politiques se répètent. Et comme on voit dans d'autres pays également, ça c'est un vieux débat en sciences politiques, on ne va pas entrer là maintenant, on n'a pas le temps. Est-ce que la démocratisation c'est un phénomène universel ou pas? Mais on voit bien qu'il y a des pays dans lesquels la démocratie a du mal à prendre racine, que ce soit la Russie ou d'autres pays, même en Amérique latine. Elle a du mal à s'installer en Argentine. Juste pour finir en 30 secondes, quel type de relations entretiennent aujourd'hui l'Iran et l'Argentine? Il y a une présence iranienne, pas seulement en Argentine, mais en Amérique latine en général, du Hezbollah, de l'Iran. On l'avait vu bien sûr de façon tragique avec les attentats de Buenos Aires en 1994. Mais il y a une présence du Hezbollah et de l'Iran en Amérique latine qui est aggravée par certains gouvernements qui collaborent avec le gouvernement iranien, le gouvernement sud-américain bien sûr. Merci beaucoup Emmanuel Navon, vous restez avec nous. Merci Myri, merci Cyril. À suivre, on reparle de ces images qui sont assez impressionnantes. C'est le maire de Jérusalem en personne qui s'en prend à un terroriste hier au cœur de Jérusalem. Restez avec nous. Retour sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous et on revient à présent sur ces images impressionnantes. Je vous le disais, on va les voir dans un instant. C'est le maire de Jérusalem en personne hier qui a neutralisé un terroriste qui tentait de poignarder un passant au cœur de la ville. Elles vont arriver dans un instant, ces images. Alors il circulait avec son véhicule par hasard à cet endroit, il rentrait à la mairie et vous le voyez sur ces images, il a stoppé son véhicule à l'aide de son garde du corps. En descendant de la voiture, son garde du corps a neutralisé le poignard et il s'est ensuite jeté sur ce jeune Palestinien lui-même avant d'aller secourir donc le jeune homme juif poignardé. Voilà Nir Barkat, le héros du jour, vous le voyez sur ces images, un événement hautement symbolique. Je vous propose d'écouter le maire de la ville qui a réagi à cet événement. J'étais au croisement, là où se trouve le véhicule rouge. On a vu l'incident à 7 ou 10 mètres de nous. On est sorti de la voiture avec le garde du corps quand on a vu un terroriste avec un couteau. Mon garde du corps a sorti son arme car on ne savait pas ce qui allait se passer. Et même s'il a jeté son couteau, les deux hommes lui ont sauté dessus et l'ont immobilisé au sol. Apparemment, il y avait un homme religieux blessé près de lui. On a regardé ses blessures, mais ça paraissait très léger. Alors Emmanuel Navon, on l'a dit, un événement hautement symbolique où le maire de la ville finalement assure lui-même de sa personne la sécurité aux habitants de sa ville.
Mais ça me rappelle un peu la fameuse phrase de Charles de Gaulle, dans ce pays, si je ne fais pas tout moi-même. Mais bon, là, effectivement, c'était le hasard, si on peut dire. Il se trouvait là. Et Nir Barkat est connu pour être sportif. Donc, il a su, avec son garde du corps, contrôler la situation qui aurait pu être beaucoup plus grave, puisque... Voilà, on le voit à l'image, Nir Barkat avec la chemise blanche. Voilà, ça aurait pu, bien sûr, se terminer beaucoup plus gravement. Heureusement qu'il a été neutralisé immédiatement. Alors, justement, ça aurait pu se terminer différemment. Et Jérusalem a connu... ces derniers mois, une série d'attentats, notamment à l'arme blanche. Alors bien que la cadence soit affaiblie, la situation reste extrêmement tendue dans la capitale israélienne. La situation reste tendue. On sait que Jérusalem a une population mixte depuis la réunification de la ville en 1967. On sait aussi que la population arabe de la ville a le statut de résident, avec le droit, bien entendu, de demander la pleine citoyenneté. Tous ne l'ont pas fait. Tous ne participent pas aux élections. La plupart des résidents arabes de Jérusalem ne veulent pas se retrouver sous la coupe de l'autorité palestinienne, mais beaucoup restent influencés par la propagande et l'incitation de l'autorité palestinienne. Et on le voit dans ces événements, dans ces attentats qui malheureusement se répètent. Alors, des mesures spéciales ont été prises à Jérusalem pour contrer ce fléau ? Je pense qu'il y a en permanence une politique, aussi bien du gouvernement et de la ville, de politique préventive pour éviter ce genre d'attentats, mais il est impossible de complètement contrôler tout le monde, bien que heureusement, après les attentats gravissimes qu'il y avait eu il y a plusieurs mois, la situation pour l'instant, en tout cas, s'est calmée. Allez, restez avec nous, Emmanuel, parce qu'on parle politique israélienne à un mois des élections dans le pays. Eh bien, une nouvelle bombe politique est attendue cette semaine. C'est un rapport sur l'incapacité du gouvernement à faire baisser les prix du logement et les accusations fusent. Yair Lapid s'en est pris directement au Premier ministre hier. L'occasion pour nous de revenir sur cet homme, journaliste vedette de la télévision israélienne. Il avait fait une entrée fracassante en politique lors des dernières élections. À la grande surprise, il avait raflé 19 sièges. Cyril, on revient avec vous sur le parcours de cet homme. Oui, vous avez raison. Yair Lapid, c'est un peu le George Clooney israélien, le Don Juan de la politique israélienne. Cheveux gominés, large sourire. Yair Lapid était devenu, il y a 2 ans, la coqueluche des sondages et des classes moyennes, en surfant habilement sur la vague de la grogne sociale de l'été 2011. Vie chère, répartition inégale du fardeau, notamment ce doigt accusateur envers les ultra-orthodoxes et qu'il considérait qu'il n'était pas assez mis à contribution. Cette ancienne star de la télé, présentateur du JT de 20h, avait réussi à devenir, vous l'avez dit Barbara, un acteur incontournable de la vie politique israélienne. 19 sièges, c'était son score aux élections de 2013 et il était devenu donc la 2e force parlementaire de la politique israélienne. Mais voilà, en politicien chevronné, Binyamin Netanyahou avait offert à cet homme politique inexpérimenté, il faut le dire, de 50 ans, un portefeuille pour le moins piégé puisqu'il s'agissait de celui des finances. Résultat, après une baisse des allocations familiales qui a été fatale à sa popularité, il a largement déçu son électorat et entre-temps, une nouvelle formation centriste a fait son apparition sur la scène politique israélienne. Il s'agit de Kulanu, un parti politique centriste donc formé par l'ancien ministre Likoud des télécommunications, Moshe Kahlon. Il rivalise avec Lapid pour s'attirer les grâces des classes moyennes et d'ailleurs il vient de lancer un clip de campagne dans lequel il fustige Yair Lapid et son mode de vie fastueux et le bilan négatif de l'ancien ministre des Finances. On regarde. יש עכשיו טרנד של אנשים לדרוך על יאיר לפיד. ואני שואל, מי אתם שתדרכו על יאיר לפיד? זה שהבן אדם שם בשיער ג'ל במקום מוס, זה לא סיבה לדרוך עליו. הבן אדם נתן את החיים שלו לטלוויזיה, היה פרזנטור של בנק הפועלים, עשה להם מיליארדים. אתה פעם עשית מיליארדים? אתה את החודש לא גומר. אז מי אתה שתדרוך על יאיר לפיד? זה שאנשים מספרים לך שהוא מחזיק וילה ברמת אביב פלוס דירה פלוס ג'קוזי פלוס ג'יפ פלוס חניה כפולה זה לא אומר שזה נכון. אפילו שזה נכון. אתה יש לך וילה? אתה אפילו דירה אין לך. אז מי אתה שתדרוך על יאיר לפיד? מי הבטיח להוריד את מחירי הדיור? הוא. מי העלה את מחירי הדיור? הוא. מי משלם על זה?
Voilà, on ne fait pas deux fois la même erreur, hein, c'est ce que veut nous dire Moshe Kahlon, hein, qui appelle donc à voter pour lui. Alors vous aurez noté, Barbara, que Yair Lapid, dans ce clip, est figuré par un petit lutin. Oui. Et ce petit lutin, eh bien, c'est l'avatar de la banque Hapoalim. Ouais. La banque Hapoalim, qui est la plus grande banque d'Israël et dont le nom de Yair Lapid est clairement associé, puisque, comme le dit le clip, Yair Lapid avait donc été le présentateur vedette des spots publicitaires de cette banque. Notez également l'accent de la voix off. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est l'accent des Juifs orientaux. Il me semble même que c'est l'acteur Moshe Evgi, si je ne m'abuse, clin d'œil donc à cet électorat qui est traditionnellement acquis au Likoud et qui contraste avec ce que Moshe Kahlon considère comme la caste blanche bourgeoise ashkénaze, qui serait donc représentée par Yair Lapid, un Yair Lapid complètement déconnecté donc de sa base électorale. Voilà donc Kahlon bien en place pour rivaliser avec Yair Lapid sur les voix du centre. Un accent oriental qu'a Kahlon lui-même d'ailleurs. Hein. Exactement, Kahlon lui-même qui est d'origine libyenne, exactement, libyenne. Alors Emmanuel Avan, sur le clip qu'on vient de voir, on l'a compris, hein, ils se battent finalement pour récolter les voix du même électorat, mais c'est juste un clip, encore une fois, très personnel. Oui, mais quand on regarde les sondages aujourd'hui, Cyril l'a dit tout à l'heure, il y a 2 ans, Yair Lapid a eu 19 mandats. Ouais. D'après les sondages actuels, il plafonne autour de 11-12 et Kahlon en a à peu près 8. Donc Kahlon aurait, d'après les sondages, récupéré une grande partie de l'électorat de Lapid. Et comme on l'a vu là, dans ce clip, effectivement, ce que Kahlon essaie de dire, c'est, écoutez, Lapid, c'est un WASP israélien. WASP, comme on dit en Israël, c'est White Ashkenazi Sabra Paratrooper. C'est-à-dire, il représente la bourgeoisie, le sang bleu, il est riche lui-même. Qu'est-ce que vous allez voter pour lui? C'est moi qui représente l'électorat traditionnel du Likoud, les classes travailleuses, les orientaux, etc., etc. Mais ils sont également dépassés encore plus sur la gauche par le parti chasse de Aryeh Deri, qui lui dit non, c'est moi qui représente les vrais défavorisés, pas la classe moyenne qui elle, etc., mais les classes vraiment pauvres, etc. Donc il y a véritablement une concurrence sur l'électorat pour le vote de l'électorat de gens qui n'arrivent pas à fermer le mois. Oui. Et c'est là-dessus que les différents partis se battent, en tout cas pour l'électorat, sur les sujets économiques et sociaux. Voilà, une bataille entre les deux partis au coude à coude, finalement. Hein, entre attention, vous savez que Yair Lapid est un boxeur amateur. Ouais. Hein, voilà, donc il est bien décidé à se battre sur le ring avec Moshe Kahlon, malgré ses multiples échecs sur les questions économiques et sociales. Et il pourrait être, malgré les sondages, j'oserais dire, eh bien, une nouvelle fois, la surprise de ces élections, puisque il est le seul à faire campagne, pour ainsi dire. Hein, il faut rappeler qu'Yair Lapid connaît bien le matériau des médias. Il a été journaliste vedette de la 2e chaîne. Ouais. Ces mythiques d'électorat ressemblent souvent à de véritables shows. Et il fait campagne là où d'autres, il faut bien le dire, font du vidéo gag. On a vu se multiplier dernièrement les spots publicitaires du Likoud, de l'Union sioniste, de Naftali Bennett, etc. Alors que lui fait une véritable campagne électorale presque au porte-à-porte. Hein. Ouais. C'est un ancien performeur, adepte du talk show, on l'a dit. Et puis son évolution dans les sondages, il a commencé au plus bas puisqu'il avait perdu 10 sièges, voire 11 sièges. Les premiers sondages, on le voit bien sur cette infographie, en octobre dernier, lui donnait 9 sièges à peine. Et aujourd'hui, il est à 12 sièges. Il pourrait bien, si ce n'est conserver sa force électorale, en tout cas créer de nouveau une surprise au centre de la vie politique israélienne. Est-ce que l'état de grâce de Yair Lapid est terminé? Le raz-de-marée qu'on a connu en 2013 ne va pas se reproduire cette année? Je pense que d'abord il se bat, comme l'a dit Cyril, il se bat, il fait une campagne. Bon, c'est vrai, d'abord il a des gros budgets parce que c'est le parti le plus important à la Knesset, donc il a de l'argent. Il fait une campagne très très active. De terrain. Véritablement il se bat et il se maintient dans les sondages. Je dois dire que je suis moi-même assez surpris parce que je pensais qu'il allait vraiment s'effondrer. Non, il se maintient. Donc Kahlon a du mal à décoller d'ailleurs. Exactement. Et en fait, il garde un espèce d'équilibre entre Kahlon et Lapid. C'est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, que Kahlon a récupéré une grosse partie de l'électorat de Lapid, mais pour l'instant ça se maintient. On voit difficilement comment sous 3 semaines les choses changeront énormément. Donc oui, Lapid se maintient. Il ne répétera pas, bien entendu, la surprise de 2015 parce que de 2013, parce qu'entre-temps il a quand même été ministre des Finances pendant 2 ans, que son électorat a vu ce qui s'est passé avec ses promesses. Il est tombé dans le piège de Binyamin Netanyahou, comme le disait Cyril. Il est tombé dans le piège de sa propre démagogie aussi, parce que lorsqu'il a proposé de faire baisser les prix de l'immobilier en annulant la TVA
sur l'achat des appartements pour les jeunes couples, alors qu'il n'y a pas un économiste en Israël qui ne lui a pas dit que cela était ridicule et contre-productif. Il s'est entêté à le faire par pure démagogie. Et là aussi, il paye le prix de sa démagogie. Petite anecdote, Barbara. Hier, s'est tenu dans le lycée Blir, qui est un des lycées les plus prestigieux d'Israël, des élections, une simulation d'élections évidemment. Et le lycée Blir est connu pour ses prédictions qui s'avèrent souvent justes. Il avait prédit par exemple l'alternance en 1977, la victoire d'Yitzhak Rabin en 92, et j'en passe. Hier, il a prévu une victoire, en tout cas un score de 34 sièges pour Yair Lapid et de 38 pour l'Union sioniste, à vérifier. Voilà. Un peu Paul Le Pou. Voilà. Semble un peu loin de la réalité. Allez, Rudy, on revient avec vous sur la communication qu'a mis en place Yair Lapid. On l'a dit, un score impressionnant aux dernières élections, notamment grâce à sa campagne sur les réseaux sociaux. Oui, Cyril l'a dit, c'est vrai que Lapid, c'est un animal médiatique, il est journaliste, communicant hors pair. Il avait compris avant ses concurrents en 2012, lors de la précédente élection, la force des réseaux sociaux. En 2012, donc on l'a dit, il a obtenu 19 sièges en se faisant le défenseur d'une classe moyenne israélienne en perdition, mais aussi grâce à une campagne Facebook très intensive. En Israël, Twitter n'est pas du tout populaire, donc c'est sur Facebook que ça se passe. Alors, il faisait des posts très bien écrits, parfois drôles, parfois émouvants, lyriques. En tout cas, ces statuts Facebook font le bonheur des Israéliens lors de la campagne de 2012. Pour preuve, il avait 170 000 followers à l'époque. Là, il en a un peu plus de 350 000 abonnés à sa page, ce qui est énorme pour un politicien israélien. À titre de comparaison, Livni, aujourd'hui, en a à peu près 100 000. Alors, il a compris avant les autres que Facebook, c'était un espace public comme un autre. Peu à peu, chacun de ses posts est partagé, commenté, se retrouve finalement sur les médias traditionnels. Donc ça, il l'avait compris bien avant les autres. Alors, il a continué à utiliser Facebook même après la campagne. En tant que ministre, il s'est exprimé souvent et avant tout sur Facebook. Oui, c'est quelqu'un qui sait captiver son public, tout simplement. Et une fois nommé ministre du Budget en 2012, eh bien, sur Facebook, il avait écrit une sorte de feuilleton qui a amené l'internaute dans les coulisses du gouvernement. Oui. Alors, dans un post, par exemple, il révélait la petite guéguerre pour être assis à côté du Premier ministre Netanyahou, tout simplement pour apparaître sur les caméras dans les médias. Et d'ailleurs, au passage, il jouait le modeste en disant que lui, ça ne lui posait aucun problème d'être en face par pure et simple modestie. Alors, l'histoire d'amour avec la classe moyenne avait tout pour continuer, sauf qu'évidemment, on l'a dit, il y a eu la réalité, il y a eu les promesses non tenues en tant que ministre des Finances. Voilà, et on l'a dit, Yair Lapid se fait plutôt discret pour cette campagne, il est plutôt sur le terrain. Oui, alors c'est vrai que ce n'est pas trop sa tasse de thé, les fameux clips dont on parle tous les jours, qui sont de plus en plus décriés. Voilà, alors Lapid joue, lui, là, la contre-programmation, on peut dire, c'est-à-dire que la campagne se joue sur le net, et bien lui, il y est plutôt discret et il calcule ses sorties avec beaucoup de prudence. On l'a dit, il préfère le terrain, en clair, alors que les clips viraux du Likoud et de Bennett sont populaire mais décrié. Lui, il joue la prise de hauteur. C'est un communicant, donc il a calculé cela en se présentant comme celui qui fait vraiment campagne et celui qui parle du fond. Par exemple, le plus criant, c'est la dernière vidéo sur sa page Facebook. On va la voir. Il parle évidemment, dans ses grands thèmes de campagne, c'est de faire baisser le prix des logements et donc la propriété pour les Israéliens. Et bien, quand il prononce un discours sur le logement, il est carrément sur un chantier. Ouais. Et donc voilà. Et puis on l'a dit, cette stratégie de discrétion fonctionne. Il progresse alors que les Israéliens ne pardonnait pas son bilan, on pensait qu'il n'allait pas progresser, et petit à petit cette campagne de fond commence à porter ses fruits. Voilà, et on rappelle qu'il n'est pas revenu sur son projet d'exemption de TVA pour les nouveaux appartements. Pour conclure, Emmanuel Navon, Yair Lapid promettait une politique nouvelle. Est-ce qu'il a inventé une communication politique nouvelle au moins? Je ne pense pas. Je n'ai jamais cru qu'il y avait de politique nouvelle ou de politique ancienne. Et Yair Lapid, dès qu'il est devenu ministre des Finances, a fait de la politique ancienne, comme tout le monde. La politique est éternelle, elle est la même politique dans tous les pays et à toutes les époques. En termes de communication, en revanche, je pense qu'il a effectivement fait une certaine révolution en politique israélienne en mettant Facebook au centre véritablement du discours politique. Aujourd'hui, les médias traditionnels, à chaque fois, citent les pages Facebook des hommes politiques. Lorsqu'un homme politique aujourd'hui veut faire une annonce, il ne fait pas une conférence de presse comme dans le passé, il fait un post Facebook. Je pense que ça, Yair Lapid, est quelque chose qu'il a fait changer dans la politique israélienne. Il a inventé ce style. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. À suivre, plus d'une semaine après la signature d'un cessez-le-feu en Ukraine, eh bien, les partis commencent à faire preuve de gestes de bonne volonté, poudre aux yeux ou réelle sortie de crise. On fait le point après un nouveau journal.